Aujourd'hui, j'ai avec moi une femme dont l'histoire ne se résume pas à ce qu'elle a accompli, mais à tout ce qu'elle a traversé pour y arriver. Une femme qui a connu des détours, des silences, des moments de doute, mais aussi des élans de courage. Elle a transformé ses épreuves en victoire. Et au Club M, on ne fait pas d'interview, on a des conversations. On parle du chemin, pas seulement de l'arrivée. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de Christine Makwenge-Malou. Alors, bonjour Malou. Bonjour Morel. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Je vais d'abord te laisser te présenter, toi-même, avec tes propres mots. Alors donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Christine Makwenge-Malou. Je le mets dans cet ordre-là parce que il y a beaucoup de gens qui m'appellent Christine et d'autres qui m'appellent Malou. Mais en fait, Malou, c'est mon post-nom. Donc, mon prénom, c'est Christine. Alors, je suis une mère et une épouse chrétienne. Je suis entrepreneur. Apparemment, maintenant, on dit entrepreneuse. Il paraît. Donc, je suis entrepreneur. J'ai fait mes marques vraiment dans le domaine de la communication et de l'événementiel avec mon agence de billes. Puis, j'ai créé une application mobile qui s'appelle CBA. Et aujourd'hui, je viens de lancer la Maison au Bar, qui est une concept house, un restaurant concept house, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler un peu plus. On va en reparler. Donc voilà, je suis une personne très rigoureuse, qui travaille vraiment beaucoup, je suis très créative et très dynamique, mais je suis aussi très méticuleuse et maniaque. Donc, je suis souvent dure, pas seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. Donc, j'ai des exigences très élevées et voilà, toujours un objectif à atteindre. Voilà, c'est un peu moi. D'accord. Écoute, on va commencer par le début, l'enfance. Alors, dis-nous, quel genre d'enfant tu étais? En fait, je n'ai pas vraiment changé. J'ai toujours été un enfant. Je ne dirais pas que j'étais turbulente, mais j'étais active, très hyper active. J'ai toujours été très créative. J'ai toujours été un leader. Partout où j'ai été, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont suivi. Que ce soit dans nos bêtises ou autres, on m'a toujours suivi parce que j'avais toujours des idées géniales. J'avais toujours plein d'énergie. J'ai toujours été très gaie. Donc voilà. Donc je drainais déjà à l'époque des gens autour de moi. Et voilà. Alors, donc, plutôt turbulente? Bon, oui. On peut le dire. Ouais. Dans certains cas. Ouais. Et t'étais souvent punie ou pas? Ah oui, oui, bien sûr. J'étais souvent punie. Je comprenais pas toujours pourquoi. Mais je pense que c'était une façon pour mes parents d'essayer de me canaliser, mais pas trop non plus. Hein. J'ai eu des punitions comme un peu tout le monde. Hein. Je n'ai pas eu d'exagération. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de ta plus grosse bêtise? Non, je me souviens pas de la plus grosse bêtise. Il y en a eu beaucoup. Là, si je dois penser à une, c'était à la maison plutôt, pas à l'école. Je m'étais amusée à faire une lettre d'adieu à mes parents. Non. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je voulais voir leur réaction. Ouais. Et donc, j'ai fait semblant. Enfin, j'ai jeté ma couverture. On habitait, je crois, au 4e niveau. Et j'ai jeté ma couverture en laissant une lettre. Et je me suis cachée sous le lit toute la journée. Et donc, je leur ai dit que je les aimais, mais que je voulais voir en fait ce que ça faisait comment ils réagiraient si il m'arrivait quelque chose. C'est un peu bizarre, mais. Et donc, là, j'ai carrément eu la fessée, hein, parce que quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais on fait pas ça, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est une de mes plus grosses bêtises. J'aimerais pas que mes enfants me le fassent aujourd'hui, en tout cas. C'est ce que j'allais te dire. Mais vraiment pas. Avec le recul, je trouve pas ça drôle. Mais oui, justement. Mais je sais pas. Donc si je l'ai cité, ça fait partie de mes bêtises. Hein. Voilà. Et à l'école, comment ça s'est passé pour toi? Alors à l'école, en primaire, j'ai été une personne très jalousée. Déjà, oui, déjà petite. Je le comprenais pas à l'époque.
En primaire, j'ai eu vraiment des moments durs parce que j'avais beaucoup de coups bas de certaines personnes de ma classe. Donc, j'ai fait une partie de mes primaires en Belgique et une ici, enfin, au Congo, donc à Lubumbashi. Je suis de Lubumbashi, je suis née là-bas. Euh, En Belgique, j'ai eu ça, au point où on m'a lancé un banc sur la jambe et que j'ai eu la jambe Non. cassée. Si, si, si. Non. T'avais quel âge? Là, j'avais 6 ou 7 ans. Ok. Juste des petites jalousies et puis voilà. Et quand je suis revenue, c'était pareil parce que j'étais la nana qui revenait de Belgique. Donc voilà, donc j'ai toujours été un peu jalousée comme ça. Ouais. Mais ce que j'aime chez moi, c'est que j'ai toujours une personnalité très forte et en fait c'est pas des choses qui m'atteignent vraiment. D'accord. Ça veut dire que mon esprit à moi, ma passion, mon énergie dépasse très souvent ça. Et en fait, c'est avec le recul que je dis ça. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était de la jalousie, etc. Donc, je banalisais un peu. C'est maintenant que que je suis adulte que je peux comprendre certaines choses. Euh, et donc, j'ai pas du tout été une enfant, comment on appelle ça, martyrisée à l'école, hein, pas du tout. C'est juste que j'ai subi des... Non, non, pas du tout, pas du tout. D'accord. J'étais toujours justement dans les camps des leaders et tout ça, donc pas du tout. Mais c'est comme je disais, c'est avec le recul que je comprends que c'était des petites jalousies, etc. Donc en primaire, j'ai passé mon temps à pas peut-être oublier ça, mais à créer des choses encore déjà petites, à créer des occasions, à organiser, à demander qu'on organise des spectacles, etc. Et très jeune, j'ai commencé à danser aussi. J'ai commencé d'ailleurs en Belgique, des petits cours de danse qui étaient anodins, mais c'est devenu très vite ma passion déjà quand j'étais plus jeune. Et donc, à l'école, je me suis beaucoup déconcentrée parce que je suis une passionnée et que j'étais plutôt passionnée par la danse. Ouais. Et voilà. Tout ce qui est artistique. Tout ce qui était artistique et créatif. Ouais. Oui, il y avait d'ailleurs tout ce qui était dessin aussi, tous mes cours de graphisme, dessin. J'étais plutôt concentrée sur ça. D'accord. Et beaucoup moins sur tout ce qui est mathématiques, français, etc. Mais je suis une personne disciplinée jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et j'étais quand même disciplinée. Donc, j'étais pas une élève difficile. D'accord. Par contre, c'était juste moi qui devais plus travailler. Donc, voilà. Ok. Mm. Ok. Et est-ce que déjà là, tu as une idée de ce que tu veux faire, de qui tu veux être plus tard ou pas encore? En primaire, Oui. pour moi, clairement, en primaire, je serais chorégraphe. Je pense que je serais chorégraphe et je suis de plus en plus dans déjà le monde artistique, la musique. En gros, je pense que je me retrouve dans cet univers-là. D'accord. Fin primaire, début secondaire, je commence même à donner des cours, à apprendre aux gens à danser. Allez. Oui. Ok. Et moi-même, en fait, je participe à plein de concours de danse interscolaires. Et on commence à m'inviter à des anniversaires pour danser. Donc moi, pour moi, je suis vraiment chorégraphe à ce moment-là. D'accord. Et tes parents, ils te soutiennent, ils te comprennent? Comment ça se passe à la maison? Oui, ils me comprennent, mais bon, après, quand tu ne fais pas tes devoirs et que tu dis que tu vas danser, c'est normal. Donc j'avais des petits problèmes à ce niveau-là parce que je me consacrais plus à la danse et tout. Et pas qu'à la danse, je me consacrais aussi aux autres. Ça veut dire que j'étais très communautaire et fédératrice. Et j'avais plein de personnes autour de moi. J'ai toujours eu des personnes autour de moi qui étaient totalement différentes. D'autres qui venaient d'autres écoles. Et en fait, je passais mon temps à toujours vouloir les aider, toujours être avec eux, toujours jouer avec eux, toujours. Donc j'étais très déconcentrée. J'étais plutôt axée sur l'autre, plutôt que sur moi ou ma famille. Donc voilà. Et en famille, comment tu décrirais ta famille, tes frères et sœurs, vos relations et tout ça? Alors moi, franchement, j'ai eu une très belle enfance en famille et jusque maintenant d'ailleurs. Moi, je fais partie d'une famille vraiment stable, monogame, voilà, vraiment vraiment une famille classique. Pas riche, mais honnêtement, j'ai jamais manqué
je me rappelle pas avoir manqué de quelque chose. Ouais. Mais peut-être pour 2 raisons. Ça veut dire que je me suis toujours contentée de ce que j'avais et j'étais toujours très contente. C'est ça. Donc, même quand quelqu'un avait quelque chose que je voulais, ça m'affectait même pas parce que moi, j'aimais bien déjà ce que j'avais. Et mes parents, ils m'ont toujours soutenue, ils ont toujours été avec moi. J'ai une relation avec mes parents très amicale d'ailleurs. On a un peu élevé, un peu à l'occidental, donc je suis très proche de mes parents. Je leur ai parlé de mes premiers petits copains. Ah oui, allez. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une relation comme ça avec mes parents. Je crois que la première fois que je suis allée en boîte, c'était avec mon père. Non, Voilà. non. Ben oui, j'avais pas de grand frère comme j'étais l'aînée. Ah, Donc, je suis l'aînée. Donc, moi, mon père, c'est vraiment mon ami. Et ma mère, encore plus. Ouais. Et voilà, et ma mère est très créative comme moi. Elle a toujours été créative dans tout ce qui était manuel. Et elle m'a toujours donné plein d'idées. Elle me motivait quand j'avais une idée. Je disais j'ai envie de faire un spectacle, elle écrivait avec moi, ce genre de choses. Ouais. Elle créait mes tenues pour mes spectacles, donc voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, en tout cas avec mes parents, Ça se passe super bien. oui, gloire à Dieu, je les ai toujours avec moi. On a une très bonne relation. Okay. Donc Alors voilà. tu nous racontes cette affaire de boîte, aller en boîte avec ton père. Ben, oui, en fait, enfin, je ne sais plus c'était dans quel cadre, mais en tout cas, je voulais absolument sortir avec mes copines. Ouais. Et comme j'avais une relation franche avec mes parents, contrairement à plusieurs copines qui faisaient le mur, en fait, C'est ça. Ouais. moi j'ai dit non, moi j'aimerais bien y aller, et tout ça, et il m'a accompagnée. Donc je pense qu'il était avec un ami ou son frère, je sais plus. Ouais. Il s'est mis derrière, et moi j'étais avec mes copines. Avec tes copines. Et ça s'est devant. bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Il s'est un peu moqué de nous parce que on se faisait un peu draguer. Et il disait, tu vois, c'est ça le monde de la nuit, c'est ça que vous cherchez et tout et tout. Ok. Enfin, bref, on rigolait, hein. Ouais. Mais après, on n'est pas resté jusqu'à 5 heures du matin. C'était quelques heures, Ouais. etc. Et puis bon, après, quand j'avais des soirées, ben, je devais être totalement honnête. En fait, mon père m'a élevé. Enfin, il m'a toujours appris à être sincère. Il ne supportait vraiment pas le mensonge, l'hypocrisie, etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai développé. Ouais. Ça fait partie des choses que moi-même je n'aime pas autour de moi, que je supporte vraiment pas. Voilà. Ouais, j'imagine que Donc ça. on n'est pas dans une relation cachée. C'est ça. Je devais pratiquement rien cacher à mes parents. Ouais. Voilà. J'imagine que ça t'impacte fortement. Et puis d'avoir une relation comme ça avec son père, ça forge. Oui, bien sûr. C'est quelque chose. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et du coup, secondaire. Secondaire. Ouais. Alors, faut savoir que entre moi et mes frères et sœurs, on a un minimum 8 ans, 9 ans d'écart. Donc, moi, j'étais déjà en secondaire alors que eux, ils étaient encore tout petits. Ok. Donc, j'étais vraiment la grande sœur, tout simplement. J'ai toujours été très maternelle. Ouais. Donc, eux tous, je leur ai changé leur couche déjà. Je les faisais manger, je les faisais dormir. Ouais. Je faisais vraiment parce que j'aimais bien ça, parce que je les aimais, tout simplement. Et c'est aujourd'hui qu'on a grandi, qu'on a encore plus d'affinités. Mais à un moment, je veux dire, donc quand on passe en adolescence, on est complètement décalé d'eux. Ce qui est normal. Moi, je pars déjà très tôt de la maison. Ils sont encore là, ils sont petits. À peine ils commencent les secondaires. On a un décalage quand même. Mais aujourd'hui, on le sent pas du tout. Hein. Aujourd'hui, on le sent pas du tout. En grandissant. Donc voilà. Donc moi, mes frères et sœurs, très bonne relation aussi. Et donc là, j'ai une sœur et 2 frères. On est 4. D'accord. Et très tôt, faites ta licence des responsabilités et tout ça? Non. Par contre, non, parce que je dirais que, bon, oui, en quelque sorte. Mais après, quand on passe en secondaire, je pense que justement, je suis très inconsciente. Parce que, comme je le disais, je suis une passionnée. Donc, je suis dans ma bulle. J'ai vraiment un profil artistique, en fait. Donc, les artistes sont un peu dans les étoiles, un peu décalés. Souvent pas toujours comprises. Beaucoup d'incompréhension. Même maintenant, j'ai encore ça. Des fois, il y a des gens qui me comprennent pas. Parce qu'ils me trouvent décalée ou trop ceci, trop cela. Mais voilà, donc je suis un peu dans mon monde. Et donc un peu distraite, je dirais. En secondaire, un peu distraite. Comme je disais, j'ai besoin de concentration et tout. Un peu distraite parce que j'ai envie de créer plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. T'as la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs, je suis très entourée, j'ai plein d'amis, tous les groupes, ce sont mes amis. Mais eux, entre eux, ils s'entendent pas. Enfin, très marrant. Mais voilà.
Et l'université, alors? Alors, il faut savoir que fin secondaire, donc à l'approche de mes 18 ans, en fait, je commence à arrêter de danser. Tout simplement parce que j'ai des problèmes de dos et puis même mon emploi du temps, enfin je change tout simplement. Donc je commence à arrêter de danser, mais c'est surtout à cause de mon dos que j'ai vraiment dû arrêter. Et je commence vraiment à m'intéresser à me demander qu'est-ce que je vais faire, Qu'est-ce que tu en fais? de qui je veux devenir, etc. Donc fin secondaire, je pense qu'on a un espèce d'exercice, mais je me rappelle plus du cours. Mais en gros, on devait créer une publicité. D'accord. Avec, à l'époque, les petites caméras. On devait créer une publicité. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice. De me dire que j'allais créer une publicité, que j'allais filmer. Et du coup, j'ai demandé à mes frères d'ailleurs d'être mes acteurs. Et j'avais choisi, je pense, la publicité d'un dentifrice. Donc c'était fictif, mais donc j'avais pris mes frères, j'avais créé un petit script, j'avais compris qu'il fallait écrire un script, donc sans faire autant de recherches. En plus à l'époque, on n'avait pas toutes ces informations sur le net, il n'y avait pas les réseaux et tout, donc ça m'a amusé à écrire tout ça. Et du coup, disons ma dernière année de secondaire, je pense que je veux être publiciste. Et puis on le voit aussi dans tous les films américains. Il y a toujours une dame qui est à la tête d'une agence de com ou de pub. Donc je suis vraiment dans ce profil-là. Mais en fait, mes parents ne comprennent pas ce métier. Et même mon entourage me dit, mais t'es sûr que tu vas faire autre chose? Parce que tout le monde veut faire médecin, avocat. Donc, on ne comprend pas en fait pourquoi je cherche à être publiciste, c'est quoi l'univers de la publicité et tout. Bon, voilà. Donc, en partant, je fais quand même des études, je fais quand même 1 an à l'université de Liège. D'accord. Où je fais études de gestion économique. Je le fais vraiment pour le faire parce que je me dis que je vais passer, je vais sûrement faire Sciences Éco, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que ça se rapproche quand même de tout ce qui est un rapport avec l'argent, donc l'économie, comprendre les finances, etc. Mais que j'aime pas du tout parce qu'en plus j'ai beaucoup de cours de maths et tout. Et donc, avant la fin de ma première année, en fait, j'arrête d'aller à l'université. Et là, je ne le dis pas encore à mes parents, parce que je vis seule. Et je fais d'autres recherches. J'essaie de me retrouver moi-même. Donc, pendant 3 ou 4 mois, je fais vraiment rien. Et j'essaie de me concentrer, de me retrouver moi-même, en comprenant que je suis vraiment pas sur la bonne voie. Et ça me déprime, alors que je ne suis pas une personne déprimée. Et je tombe je crois, sur un bus, on dit oui, il y a le salon de l'étudiant et tout ça et tout. Donc je me dis bon, j'ai rien à faire, je vais. Et je passe vraiment toute la journée dans ce salon qui est très très agréable. Je découvre plein d'écoles, des écoles supérieures, plein de firmes dans les autres universités. Et vraiment, c'est une journée de découverte que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vraiment savouré toute seule, mais j'ai pris mon temps. Et puis je tombe je vais au stand d'une école supérieure d'art, qui est à Liège aussi, et qui font justement le cursus publicité. Donc en fait, je fais déjà les démarches pour m'inscrire, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut annoncer à mon père que, en fait, je vais pas faire Sciences Éco. Je reviens avec mon histoire de publiciste. Qui comprend pas du tout. Elle me dit, mais t'auras quoi? Donc, je lui envoie les cours. Je lui dis, on avait quand même des cours d'économie, de marketing. Et en fait, c'est une école d'art. Donc, j'ai beaucoup de cours artistiques. J'apprends des métiers voilà. J'apprends à être imprimeur. Donc, je fais des cours d'imprimerie, histoire de l'art, de dessin, de graphisme. J'ai des cours d'infographie, du coup. Et puis en option, j'ai cinéma, photographie, voilà, j'ai plein d'options. Et voilà, donc
Pour lui, les seuls cours intéressants, c'est mon cours d'économie et de marketing. Le reste, ouais. Il comprend pas, mais bon, finalement, comme il m'a toujours soutenu, il me suit. Donc ça, c'est bien. Et là, je rentre dans les plus belles années de ma vie, vraiment. Parce que je fais vraiment ce que j'aime. C'est ça. Donc ça veut dire que j'étudie, mais je n'ai pas l'impression que j'étudie. J'ai beaucoup de concours Ouais. entre d'autres écoles, des fois avec des écoles de Paris. On fait des voyages, on va à Berlin, on va à Londres. Vraiment, j'en ai plein les yeux. Magnifique. Et c'est que dans un univers créatif. Donc on n'est que sur les publicités, les affiches, le graphisme, les couleurs, les formes, la typographie, enfin voilà, même l'imprimerie. L'imprimerie c'est un vrai métier et c'était un de mes cours les plus difficiles. Ouais. Enfin voilà, donc je rentre dans un univers vraiment qui est super adapté à moi et donc je le réussis vraiment sans problème. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ouais. Et c'est un peu marrant parce que du coup, les écoles d'art, il n'y a pas beaucoup de Noirs, ni d'Africains d'ailleurs. Donc je crois que sur toute l'école, je ne sais pas combien il y avait d'élèves, peut-être 2000, parce qu'il y avait plusieurs sections. Il y avait architecte d'intérieur, il y avait illustrateur, il y avait tellement de métiers autour de l'art en fait. Et en fait, je pense que sur toute l'école, je crois qu'on était 3 Noirs. Donc je suis vraiment dans un univers, je suis totalement déconnectée. De mon univers, de mes origines à ce moment-là. Et je suis vraiment ouverte à beaucoup d'autres choses que je découvre. D'accord. Donc, pour moi, ce sont vraiment les plus belles années. C'était très difficile, beaucoup de nuits blanches. Ouais. En fin d'année, on avait comme des mémoires, en fait, des examens. Et c'était vraiment des vrais... c'était comme des TP, quoi. Ouais. Donc, on travaillait des mois sur notre mémoire. Ouais. Aussi bien la partie marketing que la partie économique. En fait, tous les cours s'intégraient dans le mémoire. Et après, ça devenait pratique. Donc, c'était par exemple créer des vraies campagnes, mais faire tous les supports tout seul. Donc, ça veut dire soit tu utilises infographie, soit tu dessines, utiliser des techniques de graphisme, de peinture. Tout était intégré. On faisait des campagnes entières. On nous apprenait à écrire aussi, à faire des scripts. Donc, voilà, c'était tout. Et c'était difficile. Ouais. Et la dernière année, c'était même avec des agences de com, vraiment. Et j'ai fait aussi un stage dans une agence de com, une agence de pub en fait. Donc on était vraiment en immersion, c'était vraiment bien, c'était très difficile. C'est un milieu très concurrentiel, comme on le voit à la télé. Ouais. Donc je ne me suis pas toujours trouvée la plus créative, j'ai douté beaucoup de moi. Et je ne savais pas où ça allait me mener, mais en gros, en tout cas, j'ai bien fini. Et donc, là, je suis diplômée en fait en art visuel et en publicité. D'accord. Ouais. Et là, t'es seule, t'es loin de la famille? Oui. Ouais. Oui, je vis seule. Donc, j'ai commencé à vivre seule déjà à 19 ans. Oui. Et en fait, ça allait tellement vite que je suis revenue avant mes 24 ans. J'avais fini. Ouais. Ouais. Mais je venais en vacances tout le temps. Régulièrement. Ouais. Mais de vivre seule, d'être loin de ta famille et tout ça, comment ça se passe? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que non, ça va voilà, ça pose pas de problème? Non, pas forcément, parce que, comme je le disais, moi j'avais une relation je suis très proche de mes parents. Donc je n'ai pas senti, il m'appelait très souvent, on s'écrivait beaucoup, il m'apprenait à gérer mon argent et tout ça. Alors moi, il faut savoir que la majorité de mon argent allait dans l'achat de mon matériel, parce que à l'école d'art, on avait beaucoup de besoins de matériel et en fait, moi, tout mon argent passait dedans. J'étais pas du tout shopping, etc. Et des fois, mon père, il comprenait pas, mais je lui montrais, je lui dis, on avait par exemple des styles de marqueurs, je me rappelle, la pièce était 10 €, tu devais avoir les nuances, tu devais en avoir au moins 60-70. Donc, je pense que c'est au bout de ma 3e année que j'en ai eu 60. Donc, je l'achetais chaque année un petit peu les nuances, 2-3 par mois. Et c'est après que j'ai eu vraiment ma trousse et mon panel. C'est un exemple, hein, mais il y avait des maquettes, il y avait des matières à acheter. Des fois, on faisait des maquettes grandeur nature, à la main. C'est vraiment artistique, en fait. Donc, voilà. Bon, donc non, j'ai pas senti ça. Je pense que je pouvais toujours me confier à mes parents. J'avais déjà quelques amis à moi
Comme j'étais déjà très amie avec les gens qui étaient, allez, 2 ans plus grands que moi, qui étaient déjà là, Ouais. donc ils étaient quand même là, mais si j'ai choisi Liège, c'est pas que ça m'a isolée, je voulais être seule. Ça m'a isolée parce que tout le monde était par exemple sur Bruxelles, Mons et tout. Ouais. Et moi j'ai choisi Liège. À Liège, j'avais quasiment personne. C'est ça. C'est vraiment un choix que j'ai fait. J'avais envie d'être dans ma bulle, dans mon univers, de me retrouver encore une fois, de me comprendre. Ouais. Et donc ça m'a pas du tout dérangée d'être seule. Est-ce que ça t'a même permis peut-être d'atteindre tes objectifs, au fait? Oui, peut-être, Ouais. peut-être. Ouais. Parce que... J'avais besoin de faire mes propres erreurs, de comprendre les choses à moi, pas avec l'influence des gens avec qui j'ai grandi ou bien voilà, avec les gens de la même école. Non, je voulais faire autre chose. D'accord. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec mes origines aujourd'hui. D'accord. Donc, D'accord. Et donc, quand tu termines, tu choisis de rentrer. à très vite, parce que justement, parce que j'aime voyager, j'aime aller voir ailleurs, mais je n'aime pas y vivre. Je préfère vivre ici. J'ai toujours aimé vivre chez moi, au Congo. Donc à l'époque, c'était Lubumbashi. Le soleil de Lubumbashi, je ne sais pas comment expliquer ça, me manquait. L'odeur, l'atmosphère et tout. Donc à l'époque, quand je suis née, en fait, mes parents viennent à peine de s'installer à Kim. D'accord. Donc c'est ma première expérience vraiment à Kim. Et par contre, j'ai mis au moins 9 mois à m'adapter à Kinshasa. Ah ouais? Je comprenais pas du tout. Ni la mentalité, ni la langue. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je parle pas très bien lingala, mais Parce qu'il faut dire qu'à Lubumbashi, on parle swahili. on parlait swahili. Et moi, chez moi, on parle principalement français. C'est ça. Mes parents ne parlent pas en swahili. D'accord. Donc je comprends pas très bien. Je trouve que je trouve les gens agressifs. Enfin, c'est l'impression à l'époque. Hein. Ouais. Je trouve que les gens sont agressifs, bruyants. Je trouve que tout est sale par rapport à Lubumbashi en tout cas. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une différence. Je trouve qu'il y a trop de gens. Il fait trop chaud. Même le climat est totalement différent. Différent, ben oui. Je supporte pas la chaleur et donc du coup je sors une fois par semaine juste pour faire des courses. Mais du coup j'aime pas. Donc je me dis, bon, j'ai encore autre chose à faire. J'ai fini mes études très tôt. Ouais. Et donc, du coup, je propose à mon père d'aller vivre en Afrique du Sud pour avoir une expérience africaine, mais ailleurs. D'accord. Et comme je voulais faire des cours de langue, je savais pas encore ce que j'allais faire. Il a accepté. Donc, je suis partie 1 an et demi vivre en Afrique du Sud, pareil. Autre environnement, autre mentalité. Ça change. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai encore rencontré d'autres personnes, j'ai eu une autre expérience, j'ai mangé d'autres choses, d'autres odeurs, un autre soleil. Donc, j'ai bien aimé. Et donc, j'ai fini et du coup, je suis revenue. Okay. Voilà. Ok. Donc, quand tu reviens à Kinshasa. Et je reviens à Kinshasa. Donc, Lubumbashi, on y va souvent, mais on est basé ici. Et puis, difficile pour moi parce que je reviens à la maison. Alors que depuis que j'ai 19 ans, je vis seule. C'est ça. Donc, très difficile de me réadapter à la maison, à vivre avec mes parents, parce que moi, je suis totalement indépendante. Et c'est très difficile, même tout payer et tout ça. Je veux dire, c'est très compliqué. Mon père a très vite compris que j'étais déjà devenue indépendante. Et donc, il m'a proposé que si je trouvais un job, que je pourrais vivre seule. Ah, ok. Donc, on s'est mis d'accord. Il m'a un petit peu aidé, bien sûr, parce que sa fille, sa petite fille chérie. Et donc, il m'a laissé m'installer. Donc, j'ai trouvé un emploi. Alors, il faut savoir aussi que je suis tombée enceinte à 25 ans. Et à 25 ans, c'est le moment où on a décidé de... C'est là que j'ai trouvé un emploi. Et en fait, j'ai dû dire à mon employeur à mon retour, oui. Et donc, il fallait que je dise à mon employeur. Bon, déjà, il fallait que j'explique à mes parents que j'étais enceinte alors que je n'étais pas encore mariée. C'était très compliqué. Mais vu la relation que j'avais avec eux, je n'ai pu que leur dire. Ils ont été un peu déçus. Mais vraiment, c'est une histoire qui est quand même très vite passée. J'ai dû trouver du coup du boulot directement, pas forcément être publiciste et tout ça. Donc je trouve. Alors rien à voir. Je me retrouve, je suis recrutée par Bruxelles Airlines
Pour la nouvelle compagnie aérienne qui va ouvrir. Donc, il y avait une compagnie qui s'appelait Corongo. Et en fait, je suis recrutée et formée pour être un agent sales. Donc, de la billetterie, tout simplement. Et donc, comme je suis enceinte, je dois aussi dire à mon employeur qu'en fait, je suis enceinte. Il dit, ah non, c'est vrai. Et alors, ma formation devait faire 6 mois. Je devais aller à Bujumbura ou à Bruxelles, je crois. Et finalement, ils aiment beaucoup mon énergie et tout. Ils disent que c'est un super élément pour la nouvelle compagnie. Tu as plein d'autres capacités et tout. On va quand même te faire une formation en express. Parce que je pense qu'il me restait 3 ou 4 mois pour accoucher. Et donc, moi, j'ai fait une formation en 3 ou 4 mois. Express. Donc, j'ai dû apprendre, j'avais plus d'heures, j'ai dû apprendre plus rapidement. Et puis donc je me suis retirée pour accoucher. Entre-temps, la compagnie est vraiment née, etc. Donc dès que j'avais accouché, on nous a la compagnie en fait de la base c'était basé à Lubumbashi. Donc on nous a ramené à Lubumbashi pour vraiment ouvrir la compagnie. Et j'ai même pas eu le temps de commencer, je pense, qu'on m'avait déjà donné d'autres attributs. Donc j'ai jamais vraiment fait du sales. J'étais directement passée au commercial. Parce qu'entre-temps, on n'avait pas encore commencé à voler, mais il y avait beaucoup de choses à faire dans l'administration. Commencer à préparer, à proposer tout ce qui était marketing, la communication, tout ce qui était commercial, les offres. Et donc, je commence à beaucoup voyager entre Kinshasa et Lubumbashi. Et je fais le commercial. C'est moi qui fais signer en fait tous les contrats. Donc je vais négocier tous les contrats avec les compagnies aériennes, les agences de voyage, avec les grandes entreprises. Et c'est vraiment mon métier à ce moment-là. Donc moi je suis un peu la sales, outdoor sales d'ailleurs, c'était ça mon poste. Outdoor sales, donc je suis jamais au bureau, je suis tout le temps entre deux villes. Je ne fais que rencontrer du coup tous les DG. Je rencontre tous les DG des grandes boîtes à Kinshasa et à Lubumbashi. Quand c'est pas les DG, c'est les directeurs commerciaux, des fois les directeurs marketing. Et en fait, ça me fait un super carnet d'adresses. Et je me rends pas compte sur mon réseau, en fait. Et en fait, ça me fait tout mon réseau. C'est ça. Et voilà. Donc, une fois qu'on commence à voler, les billets sont lancés, on a le vent en poupe, etc. On me rajoute un autre poste qui est directement lié avec justement le marketing. Donc, je suis aussi marketing officer sur Kinshasa. Parce qu'entre-temps, on m'a remuté à Kinshasa plus tôt. Donc, je suis et dans le commercial et dans le marketing. Et donc, j'ai 2 directeurs à qui je reporte avec des choses totalement différentes. C'est beaucoup de responsabilités. Oui, beaucoup, mais j'apprenais beaucoup et j'avais vraiment la niaque, donc je travaillais vraiment beaucoup. Et j'apprenais en même temps d'être maman parce que j'avais un enfant. C'est ça, je vais te demander comment tu fais pour concilier avec le fait que voilà, tu as un bébé et tout ça. Comme à ce moment-là, mon enfant était beaucoup avec mes parents en fait. Moi, je travaillais beaucoup, mais il avait quand même cet équilibre parce qu'il était beaucoup avec mes parents. Et puis voilà, je pense qu'à un moment on est même rentré longtemps à la maison. Et c'est quand je me suis réinstallée à Kinshasa vraiment 2 ans là que on a décidé on vivait seuls tous les deux, moi et mon bébé. Voilà. Ça se passe bien. Et ça se passait très bien. On apprend à gérer un foyer à Kinshasa, à gérer du personnel. Ce sont mes premières expériences du coup. Donc j'ai eu une nounou qui vit avec nous pratiquement. On apprend à faire les courses, à gérer les budgets. J'étais pas vraiment payée grand-chose. Mais malgré toutes tes responsabilités et tout ça non, parce que j'étais vraiment junior. Et je pense que, après je comprends, le point de vue d'une entreprise, quand tu es une personne qui a beaucoup de capacités, qu'elle est junior, on essaie de tirer au maximum de la personne. Et moi, je le savais, mais ça me dérangeait pas. Et je n'étais pas à la recherche d'argent. J'avais vraiment besoin d'expérience et tout. Et en fait, oui, tout ça, ça m'a apporté un réseau de fous. C'est ça qui a fait ma base même. Je connaissais déjà tout le monde à ce moment-là. Et puis, j'ai accepté le marketing parce que le marketing on a commencé à me donner des responsabilités autour du sponsoring. Et en fait, j'ai commencé à m'approcher de l'événementiel. En vérité. Donc, j'ai commencé et il y avait à l'époque, il y avait
des grands concerts ou alors des festivals. Et en fait, nous, on était tout le temps sponsor. Et c'était toujours moi, un peu l'image marketing en fait de la boîte. Et donc, c'est par moi qu'on passait parce qu'en plus, ma directrice marketing, elle était à Lubumbashi. Et ma directrice commerciale était ici. Donc, il y a beaucoup d'événements, de choses qu'elle ne pouvait pas suivre ici directement sur Kinshasa. Alors que Kinshasa, c'était notre point. J'ai appris à gérer des panneaux, je ne savais pas encore c'était quoi l'affichage, les flyers, comment on les faisait. Alors moi-même, j'étais graphiste, donc j'ai commencé moi-même à faire un peu de graphisme, même pour la boîte. Donc je m'éclatais, je rentrais vraiment dans cet univers, petit à petit sans m'en rendre compte. Donc oui, c'est lié en fait. Je me retrouvais un peu à refaire ce que j'avais appris. Après, j'avais pas vraiment toujours j'avais pas le dernier mot parce que c'est pas moi qui prenais les décisions. Mais au moins, je pouvais donner mes idées. Et très souvent, on les prenait. Et je me rappelle qu'on avait aussi un magazine de bord. Et ça me permettait aussi d'écrire des articles, apprendre en tout cas à écrire. Donc il y a pas mal d'articles que j'ai écrits dans le magazine de bord. C'est super ça. Est-ce que tu as gardé les magazines? Oui, j'en ai un, je vais en avoir quelques-uns, mais d'ailleurs, il faudrait que je les ressorte. J'étais toute fière de moi d'apprendre à écrire des articles, alors que j'avais jamais fait ça. Mais c'est vraiment tout ce que j'avais appris que je pouvais mettre un peu en pratique. Donc voilà. Et ça, d'abord ça, c'est en quelle année? Alors, je ne me rappelle pas vraiment quelle année, mais je dois y avoir 27 ans environ. 27 ans, Entre mes 26 et 27 ans. D'accord. Parce que j'ai travaillé à peu près 3 ans là-bas. Donc, j'ai travaillé de mes 25 à mes 28 ans là. D'accord. Et après, là, tu pars de là, tu trouves un autre emploi, comment ça se passe? Alors oui, je démissionne. Ah, tu démissionnes. Peut-être, parce que je suis acculée, je me sens acculée en tout cas. J'ai beaucoup de travail, je commence à le sentir, je fais pas beaucoup de temps avec mon enfant, et puis j'ai tellement d'idées dans ma tête. J'ai envie de créer tellement de choses, et ça me frustre en fait de travailler finalement. Parce que je sens que mon potentiel n'est pas, que je vis pas mon potentiel. Et je suis très très frustrée, un peu déprimée même, et j'aime pas les embouteillages, tout condensé. Je me sens juste pas bien. Ça te convient pas. Et donc du coup, je lance mon premier projet entrepreneurial. Je décide de redorer la culture du cinéma à Kinshasa. Et donc je crée un cinéma en plein air qui est saisonnier. Ça s'appelait Ciné Air. Je vois. Et tu connais? Je connais. Et je dis, il n'y a pas de cinéma à Kinshasa où les gens vont suivre, regarder des films. Et donc je recrée le concept. Très dur. J'apprends, du coup, je reprends comment faire une fiche sponsoring, une demande sponsoring. Et donc, du coup, je commence à chercher des sponsors. Je commence à faire des packages alors que je ne savais pas les faire. Faire des visuels plus élaborés. Et donc, je crée tout mon univers cinéaire. Je commande des bouteilles des cups de 1 litre, comme au cinéma. Où on peut mettre du coca et tout. Puis je fais mes pochettes, je fais mon logo, je fais ma communication, je crée ma communauté Facebook. Et donc, je commence à moi-même faire les programmes des films par semaine. Donc, je suis tout en même temps. Et en fait, je veux vraiment le faire. Je ne sais pas combien ça va me coûter. J'ai pas du tout fait de business plan. Je savais pas c'était quoi à l'époque. Pas de marché. Pas d'études. Bon, non, je savais juste qu'il n'y avait pas de cinéma. Donc, je suis très fière de moi à ramener un cinéma à Kinshasa. Très fière. Et donc, en fait, justement, ce qui m'a poussée à démissionner, entre autres, c'est que le week-end où je lance mon cinéma, je ne sais pas pourquoi, mais au bureau, on décide de me demander de travailler le week-end. D'accord. Et j'ai dit, c'est juste pas possible. Ça va pas être... Vous savez, vous êtes tous invités, etc. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on me demande de travailler. En fait, je ne vais pas travailler. J'ai préféré me lancer seule dans ma passion et j'ai tout laissé tomber. Donc, j'ai foncé, j'ai dit, je vais être une entrepreneur maintenant. Je laisse tout tomber et je pars. Et donc, je me lance dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, cinéma, qui me rapporte de l'argent, qui me bouffe beaucoup d'énergie. Je pense que je l'ai fait sur une année, mais plusieurs saisons. Et puis, je l'ai fait dans des endroits différents. J'ai commencé
collège, enfin au stade Boboto. Et puis je l'ai fait aussi à l'Hôtel Invest. Et donc je commence aussi même à travailler pour l'Hôtel Invest. Je leur fais leur logo, leurs charges, je leur fais leurs affiches, je leur crée des petits événements, etc. Donc je suis un peu là. Et ils me payent et tout. Donc j'ai quand même des petits jobs comme ça. Je commence à créer des logos pour les gens, des petites affiches. Donc je fais de temps en temps un peu ça. Et je travaille beaucoup sur le cinéma. Ça me bouffe beaucoup d'énergie. Et en fait tout ce que je gagne repart dans mon énergie, dans mes frais. Et donc j'apprends. C'est ça. Entre-temps, je rencontre donc mon mari. Et en fait, il m'aide lui, il est acheteur à l'époque, donc il m'apprend à canaliser mon argent. Et lui, il a beaucoup plus d'expérience vraiment dans le commercial et tout. Et en fait, il m'apprend à cadrer. Et en fait, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, il faut que tu arrêtes le cinéma. Parce que ça ne te rapporte pas d'argent. Tu mets trop d'énergie dedans, ça te coûte trop cher. Tu payes trop de gens. Faut que tu arrêtes et tout. Et moi, je suis fâchée. Mais après, je lui dis, ouais, tu as raison, donc j'arrête le cinéma. Et voilà. Et de là, tu passes à quoi? Alors, de là, je reste. Je suis un petit moment à la maison, mais je pense 2-3 mois, pas longtemps. Et. Je dépose quand même mes CV, donc je fais pas mal d'interviews, des fois dans des institutions qui n'ont rien à voir avec mon métier, mais pour la partie communication, marketing. J'y vais un peu, mais malgré moi, on me fait des offres que je refuse même, je le sens pas. Et puis je postule en même temps dans 2 agences de communication. Je me dis peut-être qu'il faut que j'aille vers ça parce que finalement, ce que je veux, c'est avoir ma propre boîte ma propre agence de communication. C'est ce que je veux. Je veux être publiciste, en fait, à la base. Je suis même pas dans l'événementiel. Donc, je dis, je vais aller dans les boîtes et tout. Et je passe 2 superbes interviews avec 2 personnes que j'aime beaucoup jusque maintenant, tous les 2 d'ailleurs. Et je me retrouve vraiment... je dois choisir entre eux. Je dois vraiment choisir. Ah non, je me trompe. Avant que j'aille, excusez-moi, avant que j'ai ces interviews-là, effectivement, je me retrouve dans une agence, mais c'est une agence qui fait plutôt de l'affichage, un peu de visuel, etc. Donc il y a des graphistes et tout. Mais à l'époque, ils ont un magazine qui s'appelle Proxy Promo. Et donc, en fait, ils me recrutent pour gérer le magazine. Donc j'apprends à être l'éditeur parce que j'étais la sous-éditrice parce qu'il y avait un éditeur qui venait de France, etc. pour gérer le magazine. Et moi je travaille avec lui. Donc je commence à avoir un œil sur le visuel parce que je suis très visuelle, c'est mon métier. Entre-temps, il y a une équipe commerciale. En fait, c'était un magazine, il y avait plein de coupons à couper et on pouvait les utiliser dans les différents magasins. Et donc je commence à m'occuper vraiment de tout ça. Donc encore une fois, un peu clientèle, etc. Et puis, je me retrouve à gérer d'autres projets dans cette boîte. Mais encore une fois, je pars parce que il y a beaucoup de petits projets, etc. Mais je suis pas encore. Je suis pas encore. Des fois, j'ai rien à faire. Et le fait que je n'ai rien à faire me tue complètement. J'avais l'impression de m'éteindre parce que, comme il travaillait sur des projets, des fois, il y avait des projets qu'on avait finis, des fois, il y avait des projets qu'on n'aboutissait pas, des fois, il y avait beaucoup de choses. En tout cas, il y avait une dynamique, il y avait des différents départements. Mais franchement, j'étais le mieux lotie de tous mes jobs que j'ai eus. J'avais un très, très bon salaire. J'étais payée quasi comme une senior. J'avais mon bureau, j'avais mes horaires, j'étais très, très bien. Mais j'ai passé... Mais je pars parce que je fais rien. Je fais vraiment rien. Ça veut dire que pendant des mois, je ne fais rien. Je viens... Je m'assis, je prends ma pause, 17h je pars. Je viens, impossible. Impossible. À un moment, j'apprends à m'occuper seule, je suis dans mon bureau. Et lui, ça ne le dérange pas, il préfère me garder. Je comprends qu'il préfère me garder parce que j'ai tellement de potentiel. Ils se disent, dès qu'on aura un projet, c'est sûr qu'elle va. Mais on fait un long moment, je pense 6 mois, sans rien faire. Et moi, ça ne me ressemble pas du tout. Donc, je perds même mon énergie, en fait. Ça me bouffe et je m'occupe un peu parce que je suis un peu... je crois que c'est au moment de mon mariage, donc j'organise un peu mon mariage. Ça m'occupe, mais c'est pas un métier. Enfin, à l'époque, en tout cas, j'étais pas du tout... j'essaye d'organiser, mais voilà.
Et puis aussi, je commence à écrire des projets que je veux, mes visions, j'écris beaucoup. Toutes mes idées, je commence à les mettre, à les noter, à créer des petites présentations. Donc, je passe mon temps à écrire des choses qui vont peut-être pas exister. Et non, ça me... Et donc, je prends quand même le risque de partir. Comme je venais de me marier, je me consacre à mon mariage, etc. Je prends le temps. Et quand je reviens, on revient de notre lune de miel, etc. C'est là que je fais du coup mon interview avec mes 2 agences. Les 2 agences, ouais. En fait, là, je dois décider où je vais. Et on me propose pas le même poste. Alors, je pense que dans l'un, c'était pour être vraiment publiciste. Donc, créer... je sais pas, je me rappelle plus le poste qu'elle m'avait donné exactement. Mais c'était vraiment une agence de publicité, créer les concepts... enfin, les concepts de publicitaires, etc. Gérer tout ce qui est affichage, graphisme et tout. C'était vraiment mon métier. Et puis l'autre, c'était pour développer le département événementiel qui n'existait plus. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, sur le moment... Deux propositions différentes. Mais l'agence, la dynamique, etc. Bon, bref. Donc finalement, je choisis de travailler en événementiel. Alors, pourquoi? Pourquoi tu fais ce choix? Plutôt que... Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Ouais. C'était une agence dont j'avais entendu beaucoup parler. Je crois que j'avais envie de voir comment... En fait, elle était un peu plus grande, c'est peut-être ça aussi. Et j'avais envie de voir comment ça se passe dans tous les départements. Il y avait plus de départements là où j'ai accepté de travailler. Et j'avais envie de voir vraiment c'était quoi d'être une grande agence avec tous les départements, le PR, PR communication, tout ce qui était graphic design, tout ce qui était photographie, tout ce qui était prod, vidéo. J'avais envie de voir un peu tout. D'accord. Voilà. Donc, je vais là et en fait, effectivement, je me retrouve dans un métier que je connais pas du tout. Et donc, j'ai tout de suite un très gros projet. On me met une assistante, ça me dérangeait pas, en plus, je la connaissais très bien. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion de recruter une 2e assistante. Donc, on était 3. Toutes juniors, mais moi, j'ai beaucoup de capacités organisationnelles. J'ai déjà fait du commercial, je sais j'ai utilisé PowerPoint, Excel, je sais faire des budgets. Je suis déjà quand même, voilà. Et puis j'ai surtout une visibilité, enfin, et je suis très créative. Donc, je commence à créer des concepts événementiels et tout. Et elles, en même temps, moi j'apprends, mais en même temps, je leur apprends aussi le métier. Et surtout, j'apprends à travailler avec les autres départements. Donc, je vais un peu travailler avec les infographes, je travaille un peu avec je fais un peu de direction artistique, avec le directeur artistique, le directeur créatif. Je commence à apprendre un peu tout. Le PR, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le PR? C'est quoi la communication? Et comme j'avais déjà fait un peu d'affichage et tout là où j'étais avant, en tout cas, tout ce qui était... donc, je me retrouvais plutôt je voyais plutôt c'était quoi la position d'un acheteur. Parce que là-bas, j'étais plutôt le vendeur, donc j'avais un peu les deux. Et donc, honnêtement, tout se lie. Hein. J'ai même oublié de dire que j'ai fait aussi un passage de 6 mois à peu près, juste avant que Corongo ouvre. On avait fait une très longue pause parce qu'on avait peur, je crois qu'on n'avait pas les papiers. Et donc, on a fait une très longue pause. On nous avait tous demandé d'être en stand-by. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame magnifique. Elle s'appelait Bibiane Banota. Elle avait une petite agence chez elle. Et elle gérait principalement les médias. Elle était devenue d'ailleurs la directrice générale d'Avas RDC. Malheureusement, elle est plus là. Enfin, elle est plus de ce monde, ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, j'ai appris à faire vraiment des achats médias, etc. Elle m'a poussée, elle m'a aidé à comment écrire des concepts. On a même créé des petits concepts, même événementiels, alors que je savais pas du tout que j'allais les faire. Donc, par exemple, j'ai écrit tout un dossier sur... je voulais faire le salon de l'agriculture à l'époque. Et c'est elle qui m'aide à écrire. On écrit, mais je suis pas du tout dans l'opérationnel. J'ai aucune idée des prestataires, de comment ça se fait. Mais on écrit, je fais plein de choses avec elle. Malheureusement, je reste 6 mois. Donc, quand on me rappelle à Corongo, je lui dis, je t'avais prévenu, donc je pars. Elle était très triste, mais voilà. Donc, c'était vraiment une référence en termes de communication, médias. C'était vraiment une tête et tout.
Et donc, elle m'avait aussi appris ça. Donc, bref. En tout cas, quand j'arrive dans l'agence, je suis plutôt complète. Maintenant, il me faut plutôt de la pratique, du terrain. C'est ça. Donc, voilà. Et j'ai eu beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain. Et donc, au fur et à mesure, je me peaufine, pas seulement moi, mais je peaufine mes équipes. Je suis de plus en plus créative. J'écris moi-même les process de mon département, comment les autres départements doivent travailler avec moi. Du coup, comme ils avaient plus les procédures à l'agence, j'aurais écrit carrément les procédures de toute l'agence. Donc, du coup, je sais maintenant comment une agence fonctionne, etc., etc. Je suis quasi promue parce qu'on me nomme même, on me demande de faire la certification ISO pour que je devienne directrice qualité aussi. D'accord. En plus d'être, je passe directrice événementielle, donc je suis même plus responsable. Donc je commence à avoir plein de responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis tombée enceinte du coup. Donc, je suis allée en congé maternité. Et quand je suis revenue, eux, ils avaient pas mal de problèmes en agence. Donc, moi, en tout cas, j'ai fait le choix de partir. Et vu que j'avais déjà beaucoup d'expérience, d'énergie, j'avais pas mal de contacts, etc., je décide de me lancer seule. Mais pas tout de suite. Je me dis, je vais me lancer. Mais j'attends. D'ici quelques mois, quand mon bébé est 6 mois et tout, je vais me lancer. Mais en fait, c'est les clients qui ont commencé à venir. D'accord. Raconte. J'ai même pas eu le temps. J'avais même pas de nom. J'avais rien. J'ai même pas eu le temps. J'ai commencé à organiser des événements pour des clients qui voulaient, au fait, que ça soit que moi qui organise. Alors, ce sont des clients qui de ton agence... De là où je travaillais? De là où tu travailles. Alors, non, ce sont pas des clients forcément de là. Ce sont des clients qui ont entendu parler de moi par mes autres clients. Et il faut savoir qu'avec tous les clients de l'agence, je suis en contact avec eux tous, je les connais tous, mais je suis une personne loyale. Donc, je ne suis pas du tout dans une démarche de voler un client pour monter ma boîte. Non, pas du tout. Donc, je commence en fait à créer mes propres services avec les clients qui sont les amis des autres clients, etc. D'accord. Voilà. Et aussi avec d'autres amis qui ouvrent des compagnies, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de créer des événements, ils ont du sponsoring, ils ont leur propre événement par exemple qu'ils ont créé. Donc ça devient du coup mes clients. D'accord. Donc je commence maintenant à forger vraiment mon agence. Et là j'ai toujours pas de nom et tout. Hein. Vraiment j'ai même pas eu le temps je n'ai même pas eu le temps d'organiser l'agence. De structurer. En fait, ça allait très très vite. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients, plus en plus de clients, plus en plus de clients. Donc, je travaillais de la maison. Et j'ai commencé à travailler seule parce qu'à l'époque, j'avais pas d'assistant, etc. C'était très dur. J'ai essayé de former des assistants. J'en ai formé quand même 2-3 au passage. Mais j'ai jamais retrouvé la même énergie que j'avais avec mes 2 autres assistantes. Ouais. Alors, pour la petite histoire, là, je suis vraiment un gros bond aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont mes consultantes événementielles. D'accord. Donc, quand j'ai un événement, c'est elles que je mets en consultante, tout simplement. Elles ne travaillent pas avec moi au day-to-day, mais quand j'ai des gros projets, c'est elles que j'appelle. Mais sinon, j'ai des personnes plus juniors avec qui, quand ce n'est pas des gros projets, je gère avec eux. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que je crée. Et il y a je suis très proche, je suis une personne qui est très proche de mes équipes. Je suis pas la personne qui reste assise dans un bureau. J'aime beaucoup être en mouvement. Je suis tout le temps dynamique d'ailleurs. Toujours très active. Et j'aime bien, donc je passe du temps avec des techniciens, avec des manutentionnaires, donc je passe vraiment seulement bureaucrate, quoi. Et donc, entre eux, ils commencent à me trouver des surnoms et tout. Ils disent que je suis la personne avec qui ils ont travaillé je suis la personne la plus dure avec qui ils ont travaillé. Ils commencent à me donner des surnoms et tout. Et on fait un jeu, une discussion, et ils disent en fait, toi, tu es Madame Organisation. Tu es trop organisée, tu es trop structurée. Et c'est pour ça que justement, j'arrive à faire des événements excellents. Je suis très, très structurée, j'ai la vision directement, j'arrive à me projeter quand on me parle d'un événement, à le créer de bout en bout. Donc je crée complètement des événements et j'adore le faire.
Mais je suis très structurée. Donc, ça veut dire, moi, mes événements, j'ai vraiment un organigramme, j'ai des checklists, j'ai des plannings, j'ai des rétro-plannings. Enfin, j'ai tous les outils et C'est ça. ils me disent, mais en fait, il n'y a personne qui travaille comme ça. Ouais. C'est la seule. Personne fait ça, surtout l'événementiel. On vient seulement, on fait. Et puis, Mais non, mais en fait, il n'y a personne qui prépare ça en amont. Donc, du coup, il me parle du diagramme de Gantt. Mhm. Je ne sais pas si tu connais. Alors, vas-y, explique quand même, comme ça tout le monde. Alors, le diagramme, moi, je ne connaissais pas du tout. Ouais, Et puis, je dis, mais c'est quoi et tout. Et en fait, je vais sur Google et tout. Et en fait, le diagramme de Gantt, c'est vraiment allez, je peux dire un espèce de tableau qui te permet en fait de structurer, d'organiser ton quotidien, ton métier, enfin ton travail et tout. Et ça existe vraiment, c'est un tableau qui est tout fait, etc. Et c'est en fait le premier tableau organisationnel vraiment qui existe, et structurel. Donc même pour les entreprises, etc. Et en fait, c'est basé donc sur le théorème de Gantt, et donc moi je connaissais pas du tout, et tout. Et donc je commence à comprendre c'est qui, donc je lis. Et je me dis, ah, tiens, je vais appeler mon agence Gantt. Et puis c'est très lourd, c'est vieux, en plus c'est un vieux théorème, machin, et tout. Donc du coup, je mets, quand je tape Gantt en image, qu'est-ce qui ressort? Et je vois qu'on parle beaucoup d'abeilles. Quand on tape Gantt sur Google, on parle vraiment du travail organisationnel des abeilles et tout. Donc je commence à m'intéresser vraiment bizarrement aux abeilles, leur façon de travailler, de se structurer et tout. Et en fait, je dis en fait c'est moi. C'est ça. C'est moi. Ouais. C'est moi, je suis vraiment comme ça. Je dis non, je suis la reine des abeilles, en fait. Et j'ai un savoir, un leadership fort. Et j'ai une facilité de l'idée des équipes et de les amener à vraiment exécuter ce que je veux. Je les apprends à comprendre que c'est du travail à la chaîne. Et en fait, je dis, en fait, on travaille comme un essaim. On est vraiment, on est dépendants les uns des autres. On a besoin les uns des autres. C'est l'esprit d'équipe et tout. Et je me rends compte que c'est ça. Donc, du coup, on met ça en anglais. Donc, de be. Bien. Et de bi, ça représente vraiment toutes les valeurs qu'il y a derrière, comme je dis, hein, l'esprit d'équipe, la petite communauté, le travail. Elles sont très travailleuses, c'est comme les fourmis aussi d'ailleurs. Elles sont très travailleuses et voilà. Et le but, c'est d'avoir du miel. Voilà, elles créent tout elles-mêmes et tout. Elles se développent. Et en fait, c'est nous. Et donc, je crée de bi. Mon mari, je crois que c'est mon mari qui fait le logo, ou mon frère, je sais plus. Il me trouve un logo marrant et tout. Et donc, du coup, ça devient mon identité. Alors, je travaille longtemps en consultante. Ça veut dire qu'on ne recrute pas mon agence, mais je commence à être recrutée sur des événements. D'accord. Des gros événements. Les obsèques de Papa Tshisekedi, comme j'avais dit la dernière fois, je parlais de ça avec toi, au stade. Comme je disais, pour moi, ça reste un des plus gros parce qu'on avait j'avais quand même 800 personnes en sous moi. Je commence à faire d'autres événements, des forums internationaux, voilà, plein de trucs avec des ambassades, et je commence à être vraiment. Et en fait, du coup, les autres agences commencent à me recruter, et même mon ancienne agence, à me recruter en consultante. D'accord. Donc, je commence à travailler un peu avec tout le monde. Et voilà, à faire mes preuves, à faire mes marques. Je commence aussi à faire beaucoup d'aménagements conceptuels. Ça veut dire que je fais des transformations de boutiques, par exemple pour la Cannes, pour Noël et tout. Donc je commence à avoir des notions de décoration. Enfin, c'est pas de la décoration, c'est vraiment de l'aménagement. C'est ça, je suis pas du tout décoratrice. C'est juste que enfin voilà, je suis une artiste, donc j'arrive à aménager des espaces et des événements du coup. Donc je crée beaucoup de choses, je dessine beaucoup. Parce que je dessine tous les backdrops, je dessine toutes mes expériences clients, je les dessine vraiment comme des parcours, comme des plans et tout. Et donc voilà, donc je suis très occupée, je dessine beaucoup, j'écris beaucoup, beaucoup de budget, je commence à maîtriser donc le marché, les prestataires, je fais mes choix de prestataires. Après avoir essayé. Donc finalement, je constitue vraiment mon équipe qui gagne en fait. Et puis voilà, donc là, ça va faire bientôt 7 ans, je pense que j'ai l'agence. Et puis, au fait, il y a quelque chose de remarquable parce que il y a comme c'est cohérent avec le choix que tu as fait. Tu vois, à la fac, sans même savoir exactement
pourquoi, où ça te menait, Exactement. si tu allais donner ou pas. Oui. Mais tu vois que Ouais. finalement... Alors oui, tout à l'heure, tu as dit que ça avait peut-être rien à voir, l'événementiel et publicité, mais en fait, si. Ouais. En fait, je crée des concepts, au lieu de faire des concepts publicitaires, de les écrire, de faire une affiche, etc. Mais en fait, c'est tout ce que je fais en événementiel. Sauf que c'est pas pour vendre un produit, mais c'est pour vendre une expérience. C'est juste ça la différence. C'est ça. Donc, je vends et je crée des expériences. Parce que moi, par exemple, dans l'événementiel, je fais tout. Je fais absolument tout. Aujourd'hui, je suis, je pense, une des personnes les plus complètes. Ça veut dire que je fais vraiment tout. Je fais de la com événementielle. Des fois, c'est moi qui fais mes visuels. C'est moi qui choisis les menus, les boissons. C'est moi qui fais les tenues, qui choisit les tenues, toute l'expérience, en fait, tous les niveaux d'un événement. En fait, je sais faire tous les points. Je comprends aussi très bien maintenant aujourd'hui tout ce qui est technique aussi. Même pour tout ce qui est vidéo, photographie. En fait, j'ai toutes les bases. Donc, et avec l'expérience, je connais très bien tous les termes. Je sais exactement le matériel qu'il me faut, pourquoi il me le faut, quel effet je veux. Donc, je fais aussi maintenant de la direction artistique même. Donc, je fais de la scénographie. Donc, j'écris mes scripts. Donc, je suis très, très complète. Donc, je peux faire un événement vraiment seul de A à Z. Mais non, après, je suis pas. C'est pas le but, c'est pas de faire les choses seule. Mais c'est au moins, j'ai la chance de pouvoir comprendre et de maîtriser tous les départements dans l'événementiel. Donc, je pense que c'est ça qui fait ma force aussi. Donc, je suis très complète, mais très créative aussi. Et dans mes choix, voilà. Et je suis très méticuleuse, encore jusqu'à aujourd'hui, comme je disais. Je suis très rigoureuse. Donc, vraiment, je vois les détails du détail du détail. Et je suis très dure aussi avec moi-même. Je suis très exigeante. Donc, voilà. Mais ça forge à l'excellence. Ah, mais oui. Oui, encore une fois, au fait, tu te donnes un certain... voilà, encore, on revient au standard. Hein, et tu peux pas imposer de standard aux gens si toi-même, tu t'es pas fixé... voilà, ça commence par toi, au fait. Ça commence par moi. Exactement. C'est pour ça que je te dis souvent que je suis très dure avec moi-même. Donc, ça commence par moi. Qu'est-ce que je veux, comment je le veux. Et après, maintenant... et c'est là qu'on apprend à être un vrai manager. Donc moi, je l'ai appris en 7 ans au moins. Ça m'a pris du temps. Peut-être plus, ça m'a pris peut-être 8 ans. Parce que être manager, c'est beaucoup de choses. C'est comprendre l'autre, comprendre ses faiblesses, comment tu les améliores. C'est aussi être là. Un manager, c'est quelqu'un qui travaille aussi. C'est pas quelqu'un qui fait que... Qui donne des ordres. Oui, c'est quelqu'un qui doit garder son calme, qui doit comprendre, Enfin bref, j'apprends en fait en même temps à être un manager. Et donc, être un manager, c'est aussi amener tes équipes à rejoindre ta vision. Ça. Et c'est très difficile. Ici en RDC, c'est très difficile. Parce que les gens ne te comprennent toujours pas. Enfin, ne te comprennent pas toujours, je dirais. Et ils ne comprennent pas pourquoi tu veux faire ça alors qu'on a déjà ça. Ils aiment se contenter de ce qui est là. C'est déjà très bien, alors on peut rester comme ça. Mais non, il faut tout le temps, pour moi, il faut tout le temps essayer de monter. C'est ce que moi, j'essaie de faire avec c'est ce que j'ai fait de toute ma vie, en fait. Donc, voilà. Et c'est quoi ton plus gros challenge dans ton avec ton agence événementielle? C'est quoi ton plus gros challenge, ta plus grosse difficulté? Ouf, alors je dis pas qu'il y en a pas, mais honnêtement, je vois pas quelque chose de gros, enfin de pas maîtrisable, insurmontable, Ouais, donc je n'ai pas d'exemple vraiment, parce que comme je disais, au fil des années, les prestataires, on les a maîtrisés, les coûts, je les ai maîtrisés. Alors si je dois si je dois parler de quelque chose, la difficulté que j'ai maintenant, aujourd'hui, par rapport à mon agence d'abord, c'est que entre le temps je suis née. Donc moi aujourd'hui je suis vraiment senior, je suis devenue experte en événementiel. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire de l'événementiel. Faire de l'événementiel, aujourd'hui c'est très vague. Et les gens ils aiment bien se présenter, moi je suis dans l'événementiel. Oui mais tu es quoi dans l'événementiel? Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion.
Et je trouve que ça a beaucoup tué le vrai métier, en tout cas mon métier principal à moi, qui est vraiment dans la conception, la coordination. Ça a beaucoup tué parce que les gens n'ont pas eu de bonnes expériences avec des coordinateurs qui ne sont en vérité pas des coordinateurs. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont par exemple des décorateurs qui disent qu'ils sont organisateurs, mais non. Ah ouais, Je veux dire, c'est des métiers différents. Ouais. Tout est lié, oui, mais c'est pas les mêmes métiers. Un décorateur ne peut pas devenir tout d'un coup un maître de cérémonie. Ou en fait, les métiers ont été confus parce que tout le monde se dit ah, ils ont l'événement, donc on va le faire. Et je trouve qu'ils ont tué beaucoup de métiers, même de l'événementiel. Hein. Donc il y a des choses qui ont été bâclées. Du coup, j'ai eu du mal à un moment à faire comprendre que j'étais une vraie coordinatrice. Et de faire comprendre l'importance d'une coordinatrice. Une fois que je fais comprendre l'importance d'une coordinatrice, ils comprennent pas mon organigramme. Ils comprennent pas pourquoi dans un événement, on a besoin d'un directeur technique, pourquoi on a besoin d'un directeur artistique, et que je commence en fait à passer mon temps à expliquer à mes clients qu'en fait, c'est comme ça. Tu dois avoir un régisseur lumière, tu dois avoir un régisseur son. C'est pas juste brancher un baf, c'est technique, il y a ça, il y a des fréquences. En fait, je passe mon temps pendant longtemps, enfin un bon moment, à tout le temps devoir tout expliquer. Pour convaincre, et ça me bouffait quand même, ça me décourageait en tout cas à l'époque. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus du tout ça parce que j'ai tellement d'événements à mon actif qu'aujourd'hui j'ai un modèle type et j'ai un organigramme et une équipe type. Et quand on m'appelle, c'est cette équipe que je présente. Et je n'ai même plus besoin d'expliquer. De te justifier. Je n'ai plus besoin de justifier. Vous voulez un événement avec moi, vous connaissez ma qualité, vous savez ce que je vaux aujourd'hui, ce que mes équipes valent, notre sérieux, notre rigueur et tout. Donc aujourd'hui, si vous nous appelez, c'est parce que vous voulez la même chose que vous avez vu ailleurs. C'est ça, tout simplement. Et c'est ma rigueur et tout mon savoir-faire qui m'amène d'ailleurs, malgré que je suis consultante, je disais que j'étais devenue consultante. C'est ça. Et donc, je passe quelques années de suite project manager du Makutano. Très honorée parce que c'est un des plus grands événements, en tout cas à caractère international, fait en RDC. Et être la project manager, c'est génial. Ça montre mon niveau d'expertise, de compétence à tout le monde. Bon, après, je ne le crie pas partout. Les gens le savent. Mais je pense que j'ai même pas fait de post dessus, même sur mes réseaux. Mais j'en ai même pas besoin. Moi, je suis juste immergée. C'est beaucoup de passion. Et donc, je développe ma relation donc avec Nicole Soulou, qui est comme une référence pour moi, déjà à l'époque, en termes de management, de pouvoir, etc. Je me dis, waouh. Et donc, je commence à pouvoir la côtoyer tous les jours, être avec elle. Et j'aime beaucoup l'expérience avec elle, elle aussi d'ailleurs, puisque justement, je reste project manager quand même plusieurs années. Et ce que j'aime chez elle, c'est que elle me laisse vraiment tout créer. Ça veut dire quand je lui propose une idée, elle est à fond dans mon idée. On change des choses peut-être, mais elle est vraiment à fond avec moi. Elle me soutient toujours. Elle me dit oui, vas-y, fais-le. Elle me donne toujours le feu vert un peu comme si elle me laissait carte blanche. Et donc je m'éclate parce que du coup j'ai des vrais budgets, donc voilà, je peux faire des choses folles. Elle aime les choses vraiment inattendues, moi aussi. Donc on s'entend très bien et donc elle me dit qu'est-ce que tu peux proposer de fou ici, etc. Alors quand on met nos idées ensemble, nos synergies, alors c'est génial, on crée des éditions vraiment géniales. Et elle me permet aussi de rencontrer une équipe là-bas formidable, plusieurs experts d'ailleurs qui viennent d'ailleurs, donc j'apprends à travailler encore avec d'autres experts et ça me peaufine encore et encore. Donc aujourd'hui ça fait la femme que je suis aujourd'hui, en tout cas dans le milieu de l'événementiel, et j'apprends vraiment à faire les suivis des programmations, je fais le suivi de la com, je fais la scénographie, comme j'ai dit, hein, je crée toutes les expériences, les moments de cocktail, je fais les menus, enfin voilà, que je faisais déjà, mais là c'est à plus grande échelle, parce qu'on a on a plus de personnes, ce sont des événements avec 1500 personnes des fois, et voilà. Donc je pense que ça a confirmé, en tout cas côté événementiel, ça confirme mon savoir-faire et mon identité. C'est ça. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu tout ça qui me positionne.
Mhm. Donc voilà. Ok. Donc avec Debbie, ça va, tout se passe bien, mais Mhm. tu décides quand même de faire autre chose. Alors De oui, pas t'arrêter là. oui. Alors Alors. pendant que je suis dans Debi, Ouais. j'ai une autre passion, c'est que, en fait, j'avais envie de créer à la base une application pour les événements. Et donc, je crée une mécanique, donc une feuille de route en fait. Et j'explique un peu les mécaniques et tout. Et je me dis, il faut que je trouve le développeur et tout. Et en fait, je me rends compte que la même mécanique peut être elle est mise en place, oui, pour tout ce qui est beauté. Donc c'est un peu le même schéma. Et beauté, pourquoi? Parce que ben j'aime bien, je suis coquette, et puis on me posait tout le temps des questions. Oh, tu t'es maquillée ou c'est quoi ton rouge à lèvres? Où est-ce que tu as fait tes cheveux et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une demande C'est ça. et qu'il y avait un manque de communication. Même encore maintenant ça va parce qu'il y a vraiment Instagram qui a vraiment voilà, et maintenant TikTok. Mais en fait à ce moment-là c'était même pas comme ça. On savait pas où les salons ne communiquaient pas. C'était vraiment du bouche à oreille, quelques petites affiches, etc. Et moi en fait je me suis dit mais en fait ça serait bien de créer une place de marché où en fait et les prestataires du domaine de la beauté et les utilisateurs, les clientes pourraient se retrouver et vraiment choisir les prestations qu'elles ont envie de choisir et commencer à les noter, etc. Donc du coup, je développe CBA. Donc ça veut dire cosmétique et beauté à l'africaine. Ok. Pourquoi à l'africaine? Parce que c'est un projet avec une vision panafricaine. Je ne m'arrête pas à la RDC. Il n'y a pas que la RDC que je veux développer. Et donc là, je fais vraiment un business plan, etc., etc. Je le fais vraiment différemment. Donc pendant que je fais mes événements, je suis sur CBA. Ok. Et en fait, je développe CBA en 3 ans, moi. D'accord. Parce que c'est dur, il faut restructurer les choses. Je suis sur le graphisme de l'appli, donc je dois créer mon identité visuelle, donc je le fais avec une ou deux personnes que je recrute. Je recommence au moins 3 fois l'application parce que j'ai pas eu les bons développeurs, on m'a escroqué, on m'a fait ceci, on m'a vendu un site vitrine, c'était pas une application, enfin bref. Donc je recommence et finalement au bout de 3 ans, mon application est prête, j'ai un super développeur qui a pris le challenge avec moi parce qu'il a appris un petit peu en même temps à développer ce type d'application. Et donc, on a performé, on a amélioré, on a rajouté les outils et tout, les fonctionnalités, et jusque maintenant, et donc on crée CBA. Et moi, je me dis, ben, tant mieux, parce que j'ai envie d'avoir aussi un pied dans tout ce qui est digital. Et je suis passionnée à ce moment-là. Alors, j'ai pas que CBA comme concept de développement d'application. Je commence à écrire plein d'applications que j'ai envie de développer. D'accord. Et donc, comme j'ai la mécanique, je commence à écrire. Ah, j'ai envie de... Et là, j'en ai comme 3 encore qui étaient supposés sortir juste après, mais c'est juste que voilà. Ma vie a... Mais donc déjà, il fallait que je termine de bien développer CBA. Et donc, ça devient vraiment un essai. Donc, c'est notre application essai. Et ça fait beaucoup parler on fait beaucoup de com aussi. Et pour en faire parler, justement, je crée, du coup, comme je suis dans l'événementiel et je veux lier mes 2 bébés, ben, je crée le salon international de la beauté du cosmétique. Et donc, je fais venir, c'est un salon qui dure 3 jours, très gros budget. Que j'arrive d'ailleurs finalement à combler parce que j'ai eu des super sponsors et beaucoup de gens m'ont fait confiance comme ça. Et c'est parce que je suis déjà experte dans l'événementiel. C'est ça. Et on se dit, ben, en fait, Malou fait pour une fois son premier événement. On peut miser sur elle. On peut miser sur elle. Donc du coup, je suis accompagnée quand même. Et donc j'ai quand même 1200 personnes pendant les 3 jours. J'ai créé plein d'univers, l'univers cheveux, l'univers maquillage, l'univers bien-être et tout. Je travaille avec des coachs et tout et je fais venir une dizaine de personnes de l'extérieur. Quelques images, quelques personnalités. Pas des influenceurs, mais des personnes qui ont quand même un impact sur leur communauté. C'est ça. Par exemple, je vais venir Nicole Pembroke, qui est c'est une experte capillaire internationale. Elle vient des États-Unis. Là, elle est basée à Paris. Je vais venir
Tara, à Tara Body. C'est une des plus grandes coachs maintenant. Elle fait le tour du monde. Elle a allez, une façon de voir les choses. Elle est quand même space. Et moi, comme je l'aime bien, je lui dis, elle, je vais la faire venir. Et donc, je lui écris même un jour, je lui dis, je te ferai venir à Kinshasa un jour. Mais je savais même pas que j'allais faire l'application. Et finalement, comme ça tombe côté bien-être et tout, donc on fait des sessions de sport avec elle. Et puis, je fais venir mon amie Shena. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que là, une façon de voir, de voir l'Afrique vraiment pas mal. Elle a aussi une agence de communication. C'est une des personnes qui m'a inspirée au départ parce que elle était maman et elle était entrepreneur. Et je me disais, ah, mais en fait, on peut être maman et entrepreneur. Et c'était vraiment bien avant tout ça. Hein. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je la contacte et qu'elle est super sympa et qu'elle vient et que du coup, elle me ramène encore 2-3 autres personnes. Et puis, bref, il y a un réseau et en fait, tout le monde vient. Et c'est un très bel événement. Mais que malheureusement, les années d'après, je ne peux pas... Enfin, je fais une partie développement, mais très technique, parce que là, je passe vraiment à l'intégration des systèmes de paiement et tout. Et je suis accompagnée par Illico Cash et Larobank, enfin, Larobank et Illico Cash, pour la partie de développement. Donc, ils m'aident à intégrer tous les systèmes de paiement, etc., carte Visa, parce qu'en fait, j'arrive à un moment où je dois sortir la partie des paiements en ligne. D'accord. Et en fait, là, je me suis arrêtée là. Donc, voilà. Donc, on va dire que là, tu as mis une pause sur, oui, j'ai mis une sur pause. Ce projet-là. J'ai mis une pause. En fait, l'application est là. Elle est fonctionnelle. Donc, pour le moment, ça reste vraiment la partie répertoire. Donc, tu peux aller dedans, voir les répertoires. Tu peux noter. Ça fonctionne. Mais maintenant, le développement par rapport au planning qu'on s'était donné, donc développer la partie e-commerce, etc., aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai mis une pause. Je disais, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était une conférence, quoi, qu'en fait, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'éparpille pas. J'ai beaucoup de projets, mais je dois me donner le temps de développer, de faire grandir chacun de mes projets dans leur temps, ça dépend, et pas essayer de tout faire à la fois parce que c'est impossible. Parce que ton système de concentration, il faut que tu te mettes dans des modes. En fait, je suis une personne qui me met dans des modes. Voilà, c'est ça. Et je viens à ça pourquoi? Parce que moi j'ai plusieurs modes. Je suis mode maman, je suis mode femme, épouse. J'ai mon mode manager, j'ai mon mode événementiel, j'ai mon mode digital, j'ai mon mode créatif, mon mode peinture. Enfin, j'ai beaucoup de modes. En tout cas, moi je fonctionne par mode. J'ai vraiment des modes. Et quand je suis dans un mode, bien ou pas bien, je le fais trop à 100%. Et ça me déconnecte de tous les autres modes. Je comprends. C'est pour ça que j'aime bien être concentrée et programmer mes moments. Donc, par exemple, pour l'application, je l'ai programmé, je reviens dans 2 ans. Mais par contre, l'événement, on va en faire un cette année. D'accord. Et je parle vraiment du développement de l'application. Donc, voilà. Ok. Voilà un peu. Ok, donc tu as 2 billes, tu as CBA, que tu mets en pause, mais tu t'arrêtes pas là, encore une fois. Ben non. Non, pas du tout. Encore une fois, tu te dis, je vais faire autre chose. Ouais. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui écrit beaucoup de projets. Comme j'ai dit, ça peut être des applications. Je m'appelle à un moment, je voulais faire un salon de coiffure pour enfants. En fait, j'écris les choses que j'ai envie de faire. Et j'ai appris à les écrire comme des mini business plans. Donc, parmi eux, j'ai envie de créer une concept house. À l'époque, ça fait déjà... je crois que je l'ai écrit il y a comme 3 ans. Il y a 3 ans que... Il y a 3 ans. Tu écris ce J'écris, j'écris juste. J'ai envie de faire une concept house et je l'imagine. J'imagine plusieurs espaces. J'imagine que c'est un espace d'expression, que je vais mettre de l'art. Je vais avoir des ateliers. En même temps, il y aura de la restauration. En même temps, il y aura ceci, cela. Enfin bref, j'imagine une concept house. Donc pour moi, c'est une maison avec plein de concepts qui vivent. Et voilà. Et j'écris et je le laisse, tout simplement. Mais je n'y pense pas du tout. Et puis... avant que j'ai l'opportunité de le faire, c'est vrai que je me disais, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est vrai que je fais bien les événements. Oui, j'ai mon bureau, j'ai mon agence. J'ai envie de faire un truc plus.
j'ai envie d'avoir un truc à moi, je sais pas. Et donc, je me rappelle que j'avais écrit ça. Donc, ça revient quand même un peu dans ma tête. Et vraiment, moi, je veux le dire, hein, Dieu m'a vraiment fait un cadeau. Et Dieu m'offre clairement, il m'offre mon nouveau projet aujourd'hui, qui est la maison au bas. Ouais. Parce que je n'avais pas du tout prévu de le faire. Donc, quand je commence 2025, je ne sais même pas que je vais avoir au bas. Mais clairement. Donc, j'arrive en mars, je crois. Et en fait, j'ai une opportunité qui me permet d'investir de l'argent dans un projet. Donc, j'en parle à mon mari qui est pas très chaud parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Est-ce que tu es sûr? Et puis, je lui ressors mon projet. Il me dit non, je suis pas convaincue et tout, et tout, et tout. Et finalement, je dis, écoute, je dis, Dieu, puisque tu m'as donné, je sais que tu m'as donné la maison au bas, en fait, t'as qu'à convaincre mon mari. Ok. Et je savais qu'une fois que mon mari allait être convaincu, ben, que ça allait rouler. On est très fusionnels. Ouais. C'est vraiment, mon mari, c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne beaucoup. Ouais. Il vit les choses avec moi, il me soutient beaucoup. Et donc, ben, j'ai la chance justement d'être entourée et épaulée, hein, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des projets, d'avoir des chutes, d'avoir des... Et quand on a une personne qui est à côté et qui nous comprend, c'est beaucoup mieux. Donc, je ne pouvais pas faire ça sans lui. C'était trop gros. Et donc, bref, il a été convaincu et il m'a dit, OK, on se lance et tout. On a parlé à ma famille, parce qu'on a voulu aussi intégrer pas mal de membres de famille dedans. Un petit peu que tout le monde se retrouve dans un business, hein, dans le business. Donc, on a intégré les choses et on a travaillé. On a trouvé la maison. Maison aussi que vraiment j'avais visité enfin j'y étais allée, j'avais pas visité il y a même plus que donc avant le projet, donc il y a 4 ans peut-être, j'étais là-bas. J'ai juste dit à mon mari, si un jour je fais quelque chose, là j'avais même pas écrit concept house, j'aimerais trop que ça soit ici, je lui ai juste dit ça. Et c'est là que je me suis retrouvée aujourd'hui. Et donc quand j'ai vu sur les annonces qu'il y avait cette maison, je savais que c'est là que j'allais aller. Je savais même pas c'était quoi le prix, etc. Et en plus c'était moins cher que nos prévisions. Et donc là on est installé la maison au bas. Donc là, on est au 4e mois. Nouveau métier, nouveau challenge, beaucoup plus de personnel. Un management différent. Je dois vraiment être dans la gestion alors que j'avais pas vraiment appris à gérer au quotidien en tout cas une entreprise. Donc là, je suis en formation sur tous les aspects. Hein. Je refais des formations en management, en finance, gestion... HR et tout. Là, je suis, cette année, enfin, là même maintenant, je suis en pleine formation. Donc, je suis très, très, très occupée. Ça veut dire que j'ai mis mes jours où je vais en formation, en coaching. J'ai mis mes jours où je suis à la maison quand même pour garder la présence à la maison et me reposer surtout. Mais aussi être passer du temps avec mes enfants. Donc là, j'ai restructuré les choses. Et encore une fois, c'est de l'organisation. Donc là, comme l'année a commencé, je suis vraiment en train d'essayer de pas m'éloigner de mon planning. Ça veut dire que je programme vraiment les choses comme ça, parce que là, je dois apprendre tout. J'apprends, oui, dans l'opérationnel, mais je dois vraiment passer vraiment à la théorie. Donc là, je vais même m'inscrire sur des cours en ligne. Ça va être dur, mais je dois le faire. Parce que mon niveau de management je sais pas si il a vraiment grimpé. Et même aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne que quand j'avais 25 ans. Quand tu as commencé. Aujourd'hui, trop de choses reposent sur moi, j'ai trop de responsabilités. Je suis vraiment un vrai manager. Je suis une vraie DG maintenant. Ben oui. Et donc, pendant ces années, je disais oui, je suis DG, mais en fait non, mais là, là je suis vraiment. Ah oui, hein, les procédures, le cabinet d'avocat, le financier, le comptable, les programmes avec les banques et tout. Donc là, je suis vraiment, je suis totalement dans mon rôle de jeune directrice générale aujourd'hui. Magnifique. Donc, en résumé, il y a Debbie, qui opère toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Il y a CBA, qui est en pause. L'application marche, mais le développement est stoppé. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a la maison au bas. Et maintenant, la maison au bas. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, sûrement. J'en ai toujours. J'en ai toujours, mais comme j'ai dit, hein, je veux consacrer le temps qu'il faut à chacun des projets. Donc, oui, j'ai encore d'autres projets parce que je suis une personne qui ne fait qu'évoluer.
Ouais. Et donc, si aujourd'hui la maison au bas est là, ça veut dire que je ne pourrais qu'avoir quelque chose qui sera encore plus haut et plus fort que la maison au bas. C'est ça. Donc, mais avant ça, j'ai besoin de la maîtriser. Donc, la maison au bas, moi, je suis sur au moins 3 ans de consécration, si je peux dire, sur la maison, de concentration, en tout cas sur la maison au bas, parce que même par rapport au développement qu'on a envie de faire avec, donc voilà. Mais il y a plein de projets autour. Et la maison au bas, en fait, ce sont tous mes projets qui sont là. Ça veut dire que il y a tous les aspects de ma personnalité sont dans la maison au bas. J'aime beaucoup cuisiner. Il y a des recettes de la maison au bas qui sont mes propres recettes. J'aime être entourée. C'est pour ça qu'on appelait la maison, parce qu'on voulait que quand les gens viennent, ils se sentent vraiment à la maison. Donc j'ai vraiment réussi à créer cet univers cosy qui retient un peu. Les gens ont toujours du mal à partir quand ils viennent, les clients et tout. Je confirme. C'est très, on a envie d'être là. C'est pas un restaurant où on se sent dans une case. Donc les gens quand ils viennent vraiment comme ils sont. J'ai pas de dress code, j'ai pas de... Bon, voilà. Après, on met des thématiques en avant et en fonction des thématiques, on fait vivre nos menus, on fait vivre surtout l'extérieur, donc les décorations, les activités, etc. Donc tout, même les concepts événementiels que j'ai en tête, en fait, je vais les faire là. J'ai déjà commencé d'ailleurs. C'est ça. Et donc, je suis à fond dans toute la créativité, je suis encore dans la communication. J'assiste à tout. Hein. Je fais le choix des menus. Quand j'ai une cliente particulière, je vais dessiner avec le chef le menu qu'on devrait lui faire. Et en fait, c'est tout ce que j'ai appris dans l'événementiel. Que je refais, que je mets en pratique différemment. Donc vraiment tout est lié et je pense vraiment que ma vie a été vraiment un fil conducteur. C'est ça. C'est vraiment exactement. Cohérent. C'est très logique. Ça, ouais. Les choses se sont mises en place, etc. Et j'ai compris quand je dis que c'est Dieu qui m'a donné la maison au bas, il a senti que j'étais prête. Aujourd'hui, je sais gérer des équipes. Voilà, j'avais toutes les qualités aujourd'hui pour me lancer dans ce projet. D'accord. Et pouvoir le faire comme vraiment je le vois, etc. Mais c'est aussi, la maison en bas, c'est aussi vraiment un lieu que je mets en avant pour les entrepreneurs. Parce que je suis moi-même entrepreneur. Quand j'ai dit j'étais parce que j'étais plus jeune, et je m'appelle à quel point c'est dur. Et je me dis que si j'avais un endroit comme la maison au bas qui pouvait me permettre de développer des projets, des concepts. Bon, après, c'est vrai que c'est plus événementiel, mais si je pouvais avoir un espace où je pouvais parler avec la responsable de l'espace et mettre en avant, si je pouvais avoir un espace où je pouvais faire cinéaire, si je pouvais, je me suis dit en fait je vais mettre tout ça à disposition de jeunes entrepreneurs et d'entrepreneurs tout court et de voir qu'est-ce que je peux développer avec eux. Et c'est génial parce que du coup c'est encore plus dynamique. Donc et moi j'adore ça, hein. J'aime bien rencontrer les gens, savoir ce qu'ils font, voir les idées qu'ils ont, etc. Et ça rentre aussi très bien dans du coup mon rôle d'ambassadrice. Donc comme tu le sais, je suis l'ambassadrice d'ailleurs, oui. Je suis donc ambassadrice du programme Les Disseuses pour Kinshasa. Aujourd'hui, ça va faire 1 an exactement et on a un mandat de 3 ans. Alors la première année, c'était un peu une année de changement même pour eux parce que ils ont changé même la responsable, etc. Ils ont mis en place plein de nouveaux modèles pour le programme, etc. et stratégies. Donc la première année, on n'a pas vraiment exécuté nos actions. On a plutôt été dans la mise en place de tout ce qu'on va faire à partir de cette année. Et cette année, on rentre vraiment dans une année où on doit mettre en place nos actions, on doit être plus impactante, on doit vraiment agrandir la communauté, créer plus de rencontres, etc. Et donc, je suis vraiment dans ces dynamiques-là cette année. C'est aussi cette année vraiment, fin de l'année passée, cette année, que nous, les ambassadrices, parce qu'on est plusieurs, avons commencé à vraiment... nos formations, on a commencé nos formations, donc on est en plein en même temps dans notre cursus d'apprentissage et en même temps on doit mettre nos actions en place. Mais moi du coup la maison au bas rejoint de toute façon en tout cas mon plan d'action, comment je touche l'entrepreneuriat, etc. Donc ça reste encore une fois une place, un levier en tout cas, qui va me permettre de mettre aussi mes actions d'ambassadrice en place. Donc voilà. Ok. Alors comme
tu l'as si bien raconté, on voit que tu as plusieurs casquettes. Ouais. Même tu dis que tu as plusieurs modes comme ça. Tu passes de l'entrepreneur à la chef événementielle et tout ça. Mhm. Alors nous, on veut savoir comment tu fais ça. Parce que tu es maman, Ouais. tu es mariée. Ouais. Comment tu arrives à faire tout ça? Moi, comme les autres disaient, moi, ma force, c'est vraiment l'organisation. Ouais. Moi, chez moi, sous mon frigo, j'ai plein de tableaux Ok. que je fais à la main ou Excel, Ouais. où en fait, je décris les journées de tous les gens qui sont dans ma maison. D'accord. Donc, je l'ai fait pour mon personnel, Mhm. je le fais pour mes enfants, surtout quand ils sont en vacances. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, je leur apprends même à eux-mêmes faire ce planning-là. Magnifique. Parce que je veux qu'ils comprennent que avoir un planning, être organisé. Mais on a commencé vraiment, c'est des choses très terre à terre. Hein. Alors, donc là, j'ai 5 enfants. J'ai 3, j'allais dire catégories. Ouais. Oui, 3 catégories d'enfants. Hein. Ouais. J'ai les adolescents Ouais. qui ont maintenant 15 ans, voilà. J'ai ceux du milieu, donc 7, 9 ans. Et puis j'ai un bébé de 1 an. Donc le fait déjà que mes enfants aient un petit peu des niveaux d'âge différents, ça me permet aussi de me structurer. Ouais. Ça veut dire que ceux qui ont 7 ans maintenant sont en plein apprentissage de leur indépendance. Ceux qui ont 15 ans sont déjà indépendants. Ils sont autonomes. Donc aujourd'hui, ils sont autonomes, donc ce n'est plus... c'est vraiment beaucoup de suivi. C'est faire les devoirs, quand même vérifier que les habits soient propres, qu'on est convenable, qu'on est ceci, cela, oui. Mais on n'a plus besoin de leur rappeler qu'il faut se laver, etc. Les autres, il faut encore être derrière eux. Oui. Mais ils sont... et puis c'est fou parce qu'ils ont vraiment ils ont deux énergies totalement différentes. L'énergie des plus grands, c'était des enfants vraiment très calmes. Ils pleuraient quasiment pas. Ouais. Ils ont été très vite, ils ont été propres, indépendants. Ils me posaient pas plein de questions. Enfin, si, des questions d'enfants, mais ils n'étaient pas aussi agités que ceux de maintenant, là. Enfin, ceux de ma fille et mon fils de 7-9 ans. Ils ont une autre énergie totalement. Et c'est comme une autre génération parce que, et je pense que ça a un impact avec aussi les réseaux et tout, hein. Je veux dire, ça change vraiment. Ouais. Donc moi, je vois vraiment que eux, ils étaient un peu plus, La différence. un peu plus les petits dessins animés, tout sympa, tout. Il n'y avait pas vraiment YouTube et tout. Et puis il y a eux qui sont vraiment super créatifs. Ils veulent YouTube, ils veulent faire une chaîne YouTube maintenant. Ils veulent devenir présentateurs, ils veulent faire ceci. Ils ont des idées business à leur âge. Oui, maman, si j'achète ça et je vends ça, etc. C'est fou. Ils sont beaucoup plus. Ils demandent beaucoup plus de gestion. Ouais. Il faut plus les canaliser, etc. Alors que les deux grands, vraiment, franchement, j'avais pas ça avec eux. Ouais, c'est vrai. J'avais pas trop ça avec eux. Ils étaient vraiment... voilà, ils jouaient beaucoup dehors, comme nous. Hein, nous, on n'en parlons même pas. Mais nous, ça on était tout le temps, rien à voir. Ça a rien Mais eux, ils étaient quand même un peu... voilà, mais eux, là, non. Ouais. Ils veulent connecter, ils veulent voyager, ils connaissent plein de choses. Moi, des fois, je suis impressionnée. Ils m'apprennent même à moi des choses. Ils ont un vocabulaire beaucoup plus riche, à leur âge en tout cas. Par rapport à moi ou même à mes autres fils, ils sont, voilà, il faut les canaliser, il faut leur trouver des activités. Donc c'est vraiment eux où mon centre d'attention est, et bien sûr les plus petits. Et donc comme je dis, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de planification, c'est bien expliquer et réexpliquer ce que tu veux. J'ai dû, avant de pouvoir ne pas être à la maison des jours et des jours, j'ai dû apprendre 3-4 ans à mon cuisinier exactement comment on voulait manger. Je sais que je dis, c'est des moments d'apprentissage avec chacun. Les nounous, pareil, c'est vraiment passer du temps avec elles, etc. Ça veut dire que tu décides, tu fais rien. Pendant une semaine, tu fais rien, tu es seulement avec eux. Et là, maintenant, d'ailleurs, je dois même réorganiser un peu ça parce que comme je travaille beaucoup, on sent qu'à la maison, le niveau baisse. Et quand je sens ça, je dois absolument me donner un moment off pour aller remonter, réorganiser les choses. Et je profite justement pour aussi faire des grands rangements, par exemple. Quand on fait un grand rangement, c'est bizarre, ça change d'état d'esprit. Tout le monde se reset. Donc, et moi-même, je me reset. Et ça, même pour mon travail ailleurs, en dehors de la maison, j'ai des fois besoin de tout vider et de tout remettre. Donc vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Et là, je prends 4-5 jours, je mets tout le monde la main à la pâte et tout. Et moi, ça me fait super du bien parce que je suis très maniaque. Et j'adore ça, en fait.
Ouais, Et moi-même, je me sens beaucoup plus... je comprends. Je me sens très allégée dans mon esprit. Ouais. C'est aussi une des techniques, hein. Ouais. Peut-être que ça va servir. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait ça, même quand je vais aller au bureau, je suis tellement... C'est bizarre. Ça me nettoie. Oui, Ça me nettoie aussi. Oui. Ouais. C'est bizarre, oui. Ouais. Et donc ça, c'est une technique que j'ai, par exemple. Ça me reset un peu. Et pas seulement moi. Ça reset toute ma maison. Tout le monde se remet, machin. On range le frigo. Nouveau départ. Ça fait un nouveau départ à chaque fois, voilà. Ouais. Et on range le frigo, on revoit ce qui manque, on revoit ce qu'on peut améliorer. Ouais. On voit là, il faut donner un petit coup de peinture et on reprogramme tout ça. Les enfants aussi, bon, ok, ce mois-ci, maintenant, tu recommences le basket, tu recommences ceci, des petites choses qu'on avait arrêtées, voilà. Et donc, je pense que c'est une bonne technique, le reset comme ça. Ben, comme j'ai dit, organiser tout. Et je t'ai dit que là, pour le début de l'année, j'ai vraiment un planning de mes journées. Ouais. Ça veut dire les lundis sont consacrés. Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chacune des journées est consacrée à quelque chose, à un de mes rôles dans ma vie. Je les ai totalement dédiés. Donc, pour le moment, c'est ça que je mets en place. Et puis, ben, il faut faire confiance au personnel. Moi, je pense que j'ai un bon personnel. Bon, on n'est jamais content, mais dans le fond, j'ai quand même un bon personnel. Ils sont sérieux, ils sont loyaux. Ils font pas toujours ce que je veux, mais au moins, c'est des personnes de confiance. Quand j'ai un doute ou quand j'ai un creux, j'appelle la famille, tout simplement. Ma mère m'aide beaucoup, ma sœur. Ou même quand je voyage, parce que des fois, je voyage. Je mets toujours un backup familial, tout simplement. Mais je reste organisée, structurée. Et même quand je pars, je donne vraiment tout ça je donne à ma mère le planning complet de mes enfants. Je lui ramène les courses au détail près de ce qu'ils vont consommer. Sur autant de jours, etc. Donc, voilà. D'accord. Donc, tu es très organisée. Oui, je suis très organisée. Très structurée. Après, je suis très fatiguée. Je suis la dernière qui me couche. Par contre, je ne suis pas la première qui me lève depuis quelques années. Ça, c'est ce qu'on a compromis un peu avec mon mari. Comme j'étais celle qui me couchait le plus tard, c'est plus moi qui me lève avant, c'est lui. D'accord. On a inversé. D'accord. Donc voilà. Et donc, au fait, c'est très important, la relation que tu as avec ton conjoint. Oui. Ça te permet aussi d'être celle que tu es. Oui, bien sûr. D'accomplir tout ce que tu as accompli. Oui. D'être moi-même déjà. Donc, je suis pas dans une relation où on fait semblant. Je veux dire, je suis une personne qui m'exprime totalement librement avec mon mari, quoi. Donc voilà, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller ce jour-là. Voilà, si j'ai envie d'avoir des cheveux roses, il va me dire, ben ouais. C'est toi, mets des cheveux roses si tu veux. Donc vraiment, il m'accompagne vraiment dans tous les aspects. Il me connaît très bien. Et voilà. D'accord. Alors, on va pas tarder à clôturer. Mais avant, je voulais que tu nous dises, avec le recul, si tu devais t'adresser à une jeune fille. Allez, elle a fini ses études secondaires, elle va rentrer à l'université. Qu'est-ce que tu lui dirais? Elle a besoin d'orientation, elle a besoin de conseils. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, je vais essayer de prendre par rapport à moi et à ma suite logique d'ailleurs. C'est ça. En fait, moi, j'ai toujours fait ce que moi j'aimais. Et je pense que c'est vraiment ça je le redis, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. En fait, il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et il faut apprendre à se suffire. Se suffire, ça veut dire quoi? Pas être hautain et tout, mais il faut apprendre à se faire confiance, à s'écouter, à se laisser guider par son instinct et tout, à se comprendre. Donc voilà, il faut s'écouter en fait. Et je dis ça pourquoi? Parce que les gens ont tendance à vouloir faire comme les autres, juste pour faire, pas parce que c'est leur intérieur. Ils veulent juste imiter, ils veulent juste faire plaisir aussi. Des fois, c'est même familial. Si on t'impose un mode de vie, on t'impose des études, on t'impose même un métier. Des fois, ça peut même être ton mari qui t'impose un métier. Il y a des gens qui ont ça. Même des fiancés. Tout à fait. Ou même des fois ici, même à l'église, des fois, on donne un peu trop de direction à des personnes. Mais le problème, c'est que chacun a sa destinée. C'est ça. Donc aujourd'hui, l'église, ton mari, tes parents, en fait, ils peuvent pas vraiment
t'imposer quelque chose. Après, je sais pas dans quel cas on est, mais ça peut être délicat dans certains cas. Mais en tout cas, quand on le peut, moi, je recommande vraiment de s'écouter, comme j'ai dit, de suivre son instinct et de vraiment faire ce qu'on aime. Parce que même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu es découragé, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, en fait, tu vas toujours le faire très bien, avec passion. Tu ne vas pas voir le temps passer, tu ne vas pas voir cette lourdeur. Et au final, en fait, tu vas souvent être performant. Et la performance, bon, ça amène finalement à l'excellence parce que on apprend, on devient expert, on devient excellent dans ce qu'on fait. Et plus on est excellent, plus on monte. Même, je ne parle pas nécessairement d'entrepreneuriat, hein, même en entreprise. Si on se retrouve dans le département qu'on aime, comme moi, je me suis retrouvée en entreprise, dans un département que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai totalement développé, même au-delà de ce qu'on attendait. Et moi-même, je me suis retrouvée encore dedans. Donc, je veux dire, ça m'a poussé à un développement personnel. Donc, moi, jeune fille, je dirais vraiment de s'écouter, de se connaître, de ne pas écouter les autres, de ne pas copier, de ne pas vouloir être ce qu'on n'est pas. Vraiment rester le plus authentique possible. Rester le plus authentique possible. Je pense que il y a rien à dire, c'est vrai. Il n'y a pas de sous-bassement caché. On est juste nous, on vit nous. Et c'est ça que je recommanderais le plus, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est valable parce que je voulais te demander aussi, du coup, ce que tu dirais à une femme dans notre tranche d'âge qui est mariée, qui a peut-être des enfants, un salaire, qui voudrait se lancer ou quoi, mais... Oui, ça se rejoint. Maintenant, après, pour les femmes qui ont par exemple un enfant et qui pensent qu'un enfant est un blocage, ça par contre, il faut se souligner, pas du tout. Encore une fois, c'est un sens d'organisation, c'est trouver de l'aide, en tout cas avec des proches. Moi, comme je dis, ma mère m'a beaucoup aidée à un moment où j'avais besoin de me développer, de me retrouver. Quand je dis aider, ça veut dire un week-end, tu laisses l'enfant et tu essaies de faire autre chose, tu essaies de te lancer de créer quelque chose, tu prends du temps pour toi, il y a plein de façons de le faire. Donc un enfant ne peut pas être un blocage, moi je pense, et les enfants sont toujours des bénédictions. C'est ça. Donc un enfant ne peut jamais venir dans la vie de quelqu'un pour bloquer. Un enfant, c'est vraiment une bénédiction. Donc si un enfant est là, et que Dieu te met sur un schéma, ça veut dire que tu peux le faire. Avec ou sans. Donc moi, je suis convaincue aussi après. D'accord. Donc voilà. Ok, bah écoute, je vais te laisser dire ton mot de la fin. Mon petit mot de la fin. Oh, je ne sais même plus quoi dire. Mon mot de la fin, déjà merci. Merci de m'avoir invitée. On en parlait tout à l'heure, on pense que c'est essentiel de temps en temps de montrer d'autres faces de nos personnalités. Ça peut aider les gens. Moi, vraiment, cette année, je suis vraiment en mode, je l'ai dit, je ne sais plus où, en mode godmother, donc vraiment marraine. Cette année, je veux vraiment me consacrer aux personnes plus jeunes, aux entrepreneurs. Je suis d'ailleurs dans 2 programmes de coaching. Je suis coach pour 2 programmes d'ailleurs. D'accord. En plus de mon rôle d'ambassadrice. Donc cette année, je suis vraiment chargée, je suis consacrée à ça. Mais c'est juste c'est vraiment du partage d'expérience. C'est pas nécessairement des cours théoriques et tout. C'est vraiment du partage d'expérience. Avec le recul, on sait ce qu'il y a, les to-do, les notes to-do, voilà. Donc, c'est permettre juste de partager l'expertise et encadrer ça. Donc, voilà, moi, cette année, c'est ça mon mode. Donc, voilà, merci pour tout. Je t'en prie. Et j'encourage tout le monde, en tout cas, à s'écouter, à se connaître et à vraiment faire ce qu'il aime le plus. D'accord. Donc, voilà. Merci, Mad. Merci, Morel.